J'aimerais commencer par remercier les organisateurs de ce colloque de me permettre de présenter un aspect de ma recherche aujourd'hui. Quand on prend le temps d'observer les déambulations des visiteurs au musée d'Orsay, on remarque qu'il y a un tableau qui déconcerte souvent et qui est celui-ci. Mademoiselle, la caméra, est-ce que je peux vous demander de me dire ce que vous voyez sur ce tableau? Comme ça, le but en blanc. Une plaine, oui. Vous voyez un paysage, c'est ça? Vous avez bien raison, au premier abord, on voit effectivement un paysage orageux et un site rocailleux qui laisse entrevoir des remparts mobiles dans le lointain. Mais si on y accorde pendant quelques instants une plus vive attention, qu'est-ce que vous voyez? Je vous embête, ici. Vous voyez des ombres, oui. Vous voyez 3 grandes ombres portées, et si vous n'avez pas déjà passé votre chemin, vous lisez le cartel de l'œuvre qui vous indique Jean-Léon Gérôme, Jérusalem dit aussi Golgotha, Consumatum est, ou la crucifixion. Et là vous vous dites, mais où est la crucifixion? Et c'est là peut-être que vous pourrez, si vous insistez un peu, faire partie des happy few et comprendre que les ombres projetées sont celles du Christ et des Delaronde, dont les croix se trouvent en dehors du champ visuel du tableau. Et maintenant, minute qui nous reste, nous allons voir comment ce tableau représente en réalité un inaperçu tripartite, à la fois littéraire, pictural et théorique. Alors, dans un premier temps, concernant cet inaperçu littéraire, si on s'intéresse d'un peu plus près à l'épisode canonique des 4 évangiles, selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, on se rend compte qu'il ne correspond pas à ce que Jérôme nous donne ici à voir. En effet, si la crucifixion a bien eu lieu en haut d'un mont appelé Golgotha, qui signifie crâne, et que l'on distingue à l'arrière-plan le temple de Vénus, celui de Jérusalem, on suppose que l'instant qu'a voulu signifier Jérôme, au travers de la représentation sous l'orage de centurions romains levant la main en direction des crucifiés, que vous avez ici, sans doute Longinus et Stéphaton qui seront les 2 premiers convertis, et celui qui, dans les écrits bibliques, correspond au passage suivant, et je ne citerai que saint Matthieu. Le centurion et ceux qui étaient avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent fort effrayés et y dirent « Cet homme était véritablement fils de Dieu ». Mais néanmoins, la dissemblance primordiale entre le récit et la scène figurée est d'abord que le Christ n'est jamais resté seul sur le lieu du calvaire et que les soldats ne sont jamais dans le texte en partance. Tout le peuple qui avait été présent à ce spectacle, voyant ce qui venait d'arriver, s'en retournait se frappant la poitrine, nous dit saint Luc. C'est donc volontairement que Jérôme s'éloigne ici de l'image littéraire. Mais paradoxalement, ce qu'on constate, c'est que lors de son exposition au Salon de 1868, le tableau a été honni par la critique, lui reprochant principalement d'être une peinture littéraire. C'est dans un article de littérature plutôt que dans un compte-rendu de salon que l'on devrait parler des tableaux de M. Jérôme. La peinture y joue un si faible rôle, elle est tellement subordonnée à l'intérêt du sujet qu'on se demande pourquoi l'auteur n'emploie pas la plume au lieu du pinceau pour le mettre en scène, nous dit le critique Paul de Saint-Victor. Jérôme sera qualifié de littérateur et de calligraphe, et la toile, taxée de charade, logogriffe, coq à l'âne, calembour, rébus illustré, devinette ou encore énigme. Autant de qualificatifs qui témoignent du caractère incompréhensible de cette scène que le spectateur ne parvient pas à lire et déchiffrer. Alors, ironiquement, en choisissant de ne pas mettre en image le texte biblique, ce qui est normalement le propre du peintre d'histoire, Jérôme invente ici une narration visuelle inédite qui peut être perçue comme la transposition picturale de 2 procédés littéraires antithétiques. D'une part, la figure de style de l'hypotypose, qui est cette description hyper réaliste et extrêmement détaillée, incarnée dans ce qu'on perçoit au premier abord, comme vous l'avez dit, la plaine, le paysage, et qui correspond dans les années 1860 à la montée du positivisme, qui est cette doctrine qui prônait la connaissance des faits, et dont le meilleur exemple est peut-être la parution en 1863 du premier tome de l'histoire des origines du christianisme de Ernest Renan, La vie de Jésus, qui voulait traiter la Bible comme un document historique. Cette hypotypose qui nous empêche de voir une seconde figure de style qui pourtant est au premier plan, qu'est l'ellipse, cette omission dans le récit, ce hors-texte qui devient ici omission dans la peinture et qui correspond à quelque chose de plus métaphysique, une ellipse à la fois temporelle et narrative
qui est la représentation des suites de l'action et non pas de l'action même, qui est cet instant qui suit la crucifixion. Et d'ailleurs, l'évolution du titre de la toile est révélatrice de cette dualité entre ce qui est perçu et ce qui échappe au regard. Jérôme la présente en 1868 sous le titre de Jérusalem, insistant sur le réalisme hyper-descriptif et l'esprit naturaliste, tandis que son marchand, Adolphe Goupil, la commercialisera en 1871 sous le titre de Consummatum Est, tout est accompli, dernière parole du Christ selon saint Jean, cette parole qui sous-entend qu'à travers la mort du Christ, le but divin est achevé, adage qui devient ici plutôt une référence au moment d'après, à l'ellipse temporelle, au sens de tout est accompli, il n'y a plus rien à voir. Et puis, dans un deuxième temps, cette figuration d'une ellipse temporelle est également et avant tout figuration d'une ellipse spatiale, c'est-à-dire que l'absence des signifiés, les croix, dont on ne perçoit que le signifiant, les ombres portées qui relèvent en réalité d'un inaperçu pictural, puisque depuis le mythe de Dibutade, il semblerait que les peintres aient plutôt joué des jeux de lumière que des ombres portées. Alors, effectivement, la première chose, c'est que l'on constate que nous sommes face à une image scénique, c'est que nous sommes face à une mise en scène, puisque c'est sans doute au théâtre que Jérôme trouve en partie son inspiration, d'une manière opposée, et c'est ça qui est intéressant, à celle de la tendance iconographique de l'époque, comme peuvent le montrer par exemple les exemples Julien Michel Gué ou Gustave Doré que vous avez à l'écran, qui avaient trouvé dans le panorama dramatique une nouvelle esthétique. Ici, dans cette iconographie, Jérôme fait figure d'exception en prenant le contre-pied du coup dominant, inspiré par ce petit théâtre qui avait révolutionné les dispositifs scéniques avec des décors et des effets de lumière inédits et spectaculaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'être spectateurs, c'est comme si nous étions finalement dans les coulisses de la scène au niveau des projecteurs. Mais ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, puisque nous sommes réunis à l'occasion du Festival du photojournalisme, c'est que cette peinture trouve également son inspiration dans l'image fixe, et plus précisément dans la photographie topographique. Les goûts orientalistes de Jérôme l'ont conduit par 2 fois à Jérusalem, une fois en 1862 et une seconde fois en 1868, expéditions lors desquelles il réalise différents croquis et esquisses à l'image d'un reporter photographique, comme par exemple celui-ci, vous savez, qui est une vue de Jérusalem datant de 1862 et qui est conservée à New York. Photographie du croquis, vous avez là, pas d'autres visuels. Et Jérôme nous dira d'ailleurs dans ses notes, le caractère de la contrée est désolant, des pierres partout, une végétation maigre, des oliviers à forme rachitique, tourmentés par la tempête, mais ce n'est pas un pays banal, et quand on l'a vu, on ne saurait l'oublier. Mais surtout, il est accompagné du photographe Albert Goupil, son beau-frère, dont il s'est sans doute inspiré des prises de vue pour réaliser son tableau. Alors malheureusement, nous n'avons pas connaissance des clichés d'Albert Goupil, mais les suivants peuvent nous donner une bonne idée de ce à quoi il pouvait se rapprocher. Nous avons des photographies par exemple d'Auguste Salzmann ou encore Félix Bonfils. En tout cas, s'il est probable que Jérôme puisa son inspiration dans la photographie, du moins pour son arrière-plan, sa véritable ingéniosité réside dans l'emploi d'un procédé cinématographique presque 30 ans avant l'heure, qu'est cette ellipse spatiale et visuelle, ce hors-scène, ici hors cadre, et qui s'apparentera bientôt au hors-champ. Ce qui n'est pas donné à voir, c'est-à-dire ces gibets, mais qui est ici paradoxalement rendu sensible par ce que l'on voit, c'est-à-dire les ombres, ombre à la fois substance et insubstantielle, vision de l'invisible, perception de l'inaperçu. Mais aussi et surtout dans ce que cela implique pour la place du spectateur. Puisque, comme nous sommes ici dans une perception de l'espace qui dépasse les limites du cadre, c'est-à-dire que si on dézoomait, la toile révélerait non seulement le Christ et les 2 larrons, mais également le spectateur, le regardant, resté au pied de la croix, désormais inclus dans la toile, adoptant le point de vue des fidèles. Alors quelle interprétation pouvons-nous donner à cette place du spectateur? Sommes-nous métaphoriquement bons spectateurs? Ou est-ce là une manière d'ironiser sur le visiteur du salon restant au pied d'une peinture en déclin, la peinture religieuse depuis les années 1850? La réponse se trouve peut-être, et ce sera mon 3e et dernier point, dans les notes autobiographiques de Jérôme, qui nous dit « J'avais, la même année, le tableau Consummatum Est, qui représente seulement les ombres portées des 3 croix, Indirae, de là la colère,
Les feuilles religieuses me traînèrent dans la crotte, mais je n'en fus pas plus maculée pour cela. Comment ? Il n'a pas montré le Christ, son visage, ses plaies, les soldats jouant au dé, le manteau, la Vierge Madeleine, etc. Toutes les vieilleries rebattues, les lieux communs, les choses convenues. Eh bien non, et j'ai bien fait, et je ne m'en repens point. Cette phrase, au-delà d'être un témoignage de l'abbaye de Jérôme, qui fera figurer d'ailleurs dans son tableau les trois monothéismes, juifs, chrétiens et musulmans, incarnés respectivement par le temple de Jérusalem, l'ombre du Christ et le croissant de lune que vous avez peut-être aperçu, cette déclamation de Jérôme nous prouve que ce que nous avons surtout été, c'est un spectateur qui n'a pas perçu son innovation iconographique. En effet, dès le XIXe siècle, la critique blâmera une peinture archéologique à l'obstination du fini, à la prédilection du dessin, caractéristique de la peinture académique et officielle, et dont Jérôme était l'un des plus grands représentants, alors que la scène biblique se prêtait davantage à une fantasmagorie romantique, quelque chose de plus dramatique, grandiose, pittoresque, plutôt de l'ordre des coloristes. Jérusalem, c'est le titre d'un autre tableau de M. Jérôme qui est tout près d'être sublime et qui aurait pu l'être si la pensée qu'il s'agissait de rendre fût tombée dans le cerveau d'un romantique exalté. C'est à peine si les sombres poésies d'un Rembrandt y auraient suffi, ou le génie d'Eugène Delacroix, sa palette violente, ou la folie de Goya et les fureurs de son pinceau. Ce qui pouvait être une apparition rendue merveilleuse par le vague des formes et par les tragédies du clair-obscur n'est plus que le grave récit d'un voyageur qui semble nous peindre avec un soin scrupuleux ce que réellement il a vu, nous dit Charles Blanc dans son salon de 1868. En résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est que les critiques reprochent à Jérôme d'avoir fait une peinture classique et non moderne, une peinture de dessinateur et non de coloriste, ce qui est révélateur d'une conception totalement dichotomique de la peinture qui ne s'exprimerait qu'à travers deux camps, deux pôles opposés. Entre 1800 et 1850, le classicisme face au romantisme, et puis à partir des années 1850, l'académisme face au réalisme et bientôt à l'impressionnisme. Si la critique est donc divisée entre partisans et détracteurs de la peinture archéologique, et donc du dessin, et puis partisans ou détracteurs de la fantasmagorie romantique, et donc de la couleur, il y a un seul élément qui fera l'unanimité, c'est la singularité de la composition du tableau. Qu'elle soit invention subtile, singulière ou originale, ou conception bizarre, baroque, étrange, voire blasphématoire, tous se sentiront forcés de se prononcer quant à la particularité de la composition de l'œuvre. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que même ceux qui en reconnaîtront le caractère innovant et moderne ne pourront pas la défendre. Prenons que cela n'était pas de l'ordre de la peinture. Dans cette œuvre, il a peut-être dépassé les limites légitimes de la peinture, nous dit Ernest Chenot. Et pourtant, Jérôme, de déclarer lui-même « On s'étonne fort que du Christ et des larrons je n'ai fait que les ombres », c'était rompre avec les traditions antiques et vénérées. Il y avait pourtant dans le calvaire une certaine poésie, ce me semble, une manière nouvelle de le traduire, qui était bien du domaine de la peinture. Mais cette innovation n'était pas du goût de tout le monde, on me le fit bien voir, nous dit-il. Alors ce qu'on constate donc, c'est que pour la critique du XIXe, ne relevant ni du dessin ni de la couleur, la composition n'est pas considérée comme une partie de la peinture, et encore moins comme un critère de modernité. Alors que dès le XVe, dessin, couleur et composition forment un trinôme fondamental des règles classiques de la peinture. Alors, pour terminer cette ostensible absence, et puis je reprendrai les termes du colloque, de la notion de composition comme critère de modernité, se fait encore quelque part, je pense, sentir en histoire de l'art encore aujourd'hui. Dans les années 90 puis 2010, l'histoire de l'art a opéré à une réévaluation de la peinture académique que le XXe siècle avait éclipsée au profit de l'avant-garde. Et en 2010, après la gloire et le rejet, vint le temps de la réhabilitation de Jérôme dans une rétrospective qui reste encore à ce jour l'un des plus grands succès du musée d'Orsay. Cette rétrospective qui prônait la modernité paradoxale de celui qui avait su faire passer la peinture à l'image. Et le colloque qui nous invite aujourd'hui à réfléchir sur la notion d'image et leur perception, ou plutôt leur non-perception, nous invite peut-être à penser que je crois que quelque part, qualifier de paradoxale la modernité de Jérôme, c'est encore le voir comme un simple dessinateur. Distinguer peinture et image, c'est perpétrer une conception dichotomique
Et ce n'est pas percevoir l'existence d'une troisième catégorie que l'on pourrait appeler celle des compositeurs, des compositionnistes, en tout cas de peintres dont la composition est le souci esthétique premier. En 2022, transférer la toile de la section académisme à la section orientalisme, c'est peut-être ne pas voir l'ombre qui pourtant déborde dans le cadre au premier plan, c'est peut-être un peu réduire Consumatum Est à Jérusalem, alors que, franchissant un jour la porte de l'atelier, un ami de Jérôme le surprit au travail et s'exclama « Vous œuvrez toujours à votre composition ?» Ce à quoi le peintre répondit « Oui, il n'y a que ça ». Quelque chose de tellement évident qu'il est passé peut-être inaperçu. Je vous remercie.